Voilà, alors si ça vous a mis en appétit, là maintenant, on attaque un groupe un tout petit peu plus grand, il ne faut pas être trop ambitieux, mais si on regarde z sur 3z, ben, pareil, hein, on va avoir des représentations, on va avoir forcément, il faut, vous avez compris, il faut assigner à 1 une matrice A telle que A au cube est égal à identité. Tant qu'il n'y a qu'un seul générateur, c'est facile, hein, on regarde l'image de ce générateur, mais il y a, avec les générateurs, il y a les relations que le générateur doit absolument vérifier. Et A3 égale identité, on va supposer maintenant, vous avez compris, hein, qu'on est en caractéristiques différentes de 3 pour avoir de la diagonalisabilité, et on va avoir des racines cubiques. On va supposer qu'on a les trois, bon, imaginons hein, qu'on est sur un corps où il y a les 3 racines cubiques de l'unité, donc qu'on va appeler, il y a 1, J et J2, hein, d'accord, les trois racines cubiques de l'unité, distinctes, hein, puisque là ici on a une caractéristique différente de 3, et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir que A va être égal à P, il va y avoir un certain nombre de 1, un certain nombre de J, un certain nombre de J2, parce que A est diagonalisable, puisqu'elle est euh, annulée par un polynôme x3-1 qui va être scindé simple sur le corps. Voilà. Donc maintenant, on se dit, tiens, je ne vais peut-être pas avoir P directement avec les traces, mais les traces vont me donner, si on fait un tir groupé, c'est-à-dire si on regarde, si j'appelle A, B, C, ici le nombre de 1, de J et de J2 respectivement, alors j'ai A plus B plus C, ça va être la trace de ρ de 0, c'est la trace de l'identité. A plus BJ plus CJ2, ça va être la trace de ρ de 1. Voilà. Et maintenant, 2, il va aller vers quoi? Il va aller forcément vers A2, puisque c'est un morphisme. Et donc, ici, on va prendre A2 au carré, qui va être semblable à cette matrice au carré qui est facile à calculer. Et on a A plus BJ2 plus CJ égale la trace. Donc, si on a un tir groupé, hein, si on a un caractère, c'est-à-dire un ensemble de traces, alors vous voyez qu'on peut retrouver A, B, C, et là vous avez compris, et même je pense que vous avez compris même pour Z sur NZ, c'est une matrice de Van der Monde, hein, avec ici, basée sur les racines énièmes de l'unité. Donc on peut retrouver notre matrice, mais toujours pareil, à isomorphisme de représentation près. Alors, il reste encore une chose à regarder. Une fois qu'on a vu le cas cyclique, c'est pas trop difficile de comprendre le cas abélien. Et puis, on attaque le groupe non abélien. Le premier groupe non abélien que vous devez connaître, le groupe d'expérience non abélien, c'est le groupe symétrique S3. Et là, le groupe symétrique S3 est le premier non abélien, donc ça va être une excellente expérience. Et regardez, vous avez S3 et vous voulez aller dans, par exemple, GLN de K. Eh bien, il y a une représentation qu'on connaissait bien avant de faire des représentations, c'est ce qu'on appelle la représentation par permutation, c'est les matrices de permutation. Ici, vous savez, bon, alors on est sur K, hein, on n'a pas besoin pour l'instant d'être sur C, à une permutation d'un ensemble à 3 éléments, on va faire correspondre la matrice de permutation ici, d'accord, donc qui est définie comme delta I sigma de I, donc il faut que pour chaque colonne, hein, on regarde, on va mettre un 1 sur la ligne qui correspond à l'image par sigma de la colonne. Et ça, c'est une matrice de permutation, on a une représentation. Par contre,
tout à l'heure, les représentations, quand on était dans Z sur 3Z, elles étaient codiagonalisables. Alors ça, justement, hein, toute la théorie des représentations, c'est une espèce de généralisation de la codiagonalisation. D'accord? Et vous connaissez un théorème qui dit que quand des matrices sont diagonalisables, ce qui est le cas parce qu'on s'est arrangé avec le fait qu'elles étaient diagonalisables, et ben, elles sont, si elles commutent entre elles, même si vous avez plein de matrices, même une infinité de matrices, hein, si elles commutent entre elles, alors elles sont codiagonalisables, c'est-à-dire qu'il va exister cette matrice P ici inversible qui va rendre toutes les matrices diagonales. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors, remarquez que ici, s'il existait une matrice qui les diagonalisait toutes, alors comme les matrices diagonales commutent entre elles, ben, les conjugués de matrices diagonalisables par une matrice commune commuteraient entre elles aussi. Et comme ça, c'est injectif, d'accord? Ça, c'est très facile de voir que c'est injectif. Si ici, les matrices commuteraient entre elles, ça voudrait dire que lui serait commutatif. Or, on l'a pris non abélien. Donc ici, on a un truc, ça va être, ça ne va pas être, il n'y a pas de codiagonalisation. D'accord? Pas de codiagonalisation. Et maintenant, on va remplacer ce problème de diagonalisation par un problème de diagonalisation par bloc. En fait, quand arrive le cas non abélien, alors à condition qu'on soit, vous avez vu qu'il a fallu avoir des racines de l'unité, donc c'est pour ça qu'on va travailler sur C, hein, donc pour avoir de la diagonalisation, hein, d'accord? Parce que ici, maintenant, on comprend pourquoi on travaille sur les groupes finis, parce que comme ça, groupe fini, on va avoir Lagrange, d'accord, qui va faire que pour tout G, il va y avoir un G puissance K qui va être égal à E, ça veut dire que ρ de G puissance K qui est égal à ρ de G puissance K, d'accord, ok, ici ça va être l'identité, et donc on va avoir xk égale moins 1 qui va annuler, et à la fois le fait d'avoir des groupes finis et d'avoir une situation sur C, ben, ça va faire que ça va être scindé, simple et diagonalisable. On a envie que quand ils arrivent groupés, ils soient codiagonalisables, mais on voit bien que ça ne peut pas, dès que c'est non abélien. Quand c'est abélien, ça va bien marcher, abélien fini, mais quand c'est non abélien, ça ne va plus marcher du tout. Voilà.